Donc tout de suite, je passe la parole à Clément Mauboussin de la Coperle. Et donc ma présentation s'intitule «Pourquoi les industries agroalimentaires n'atteindront pas les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone?» Bon, je vais très nuancer parce qu'en fait, je vais dire pourquoi est-ce que les industries agroalimentaires, n'atteindront pas seules, bien entendu, les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, mais bien en coopération et en interaction avec l'ensemble des secteurs, français. Alors, un petit, rappel sur qu'est-ce que la stratégie nationale bas carbone au niveau territorial français? C'est simplement la neutralité carbone simplement. Énoncé simplement, on va dire, la neutralité carbone du territoire à l'horizon 2050, c'est-à-dire que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre soient compensées, et absorbées par, les forêts et les prairies. Donc concrètement, il y a eu plusieurs, bilans d'émissions de gaz à effet de serre au niveau territorial français qui ont été faits. Le graphique que je vous présente ici, ce sont les données de 2017 où on voit que l'industrie, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pèse pour, 17 des émissions de gaz à effet de serre, sur le territoire. Donc c'est le quatrième secteur après l'agriculture, les bâtiments et le transport. Et donc on se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, l'absorption des gaz à effet de serre par les puits naturels que sont les forêts, les sols, et tout ce qui est boisé, ne représente que 8 des émissions globales. Et donc on sait d'ores et déjà que, on ne pourra pas augmenter ces puits indéfiniment pour compenser l'ensemble des émissions, ce qui nécessite globalement que chacun des secteurs, puisse réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, la stratégie nationale s'est découpée sur ces différents secteurs avec des objectifs différenciés pour les bâtiments, le transport, l'agriculture, le forêt et les sols, l'énergie, les déchets. Je reviendrai sur l'industrie un tout petit peu après. Et donc, il y a des objectifs assez forts, notamment pour le bâtiment, le transport, les énergies qui doivent atteindre moins 100 d'émissions de gaz à effet de serre en 2050. Le secteur de l'agriculture, il en a été beaucoup question les jours précédents, doit atteindre moins 46 à cet horizon 2050. Et les forêts, les sols doivent maximiser les puits de carbone sans qu'un chiffre soit mis en avant pour le moment dans la stratégie nationale bas carbone. Quand on se focalise plus pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'industrie, effectivement, comme l'a énoncé Christophe, à 2030, on doit atteindre déjà moins 35 d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 et à 2050, moins 81. Alors, le secteur de l'industrie, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on se rend compte que les sous-secteurs concernés sont des secteurs assez différents, aussi bien des métaux primaires, de la chimie, des minéraux non métalliques, mais également l'agroalimentaire pour ce qui nous concerne, les équipements et les autres secteurs. Et donc, en cherchant un petit peu comment était construite cette stratégie nationale bas carbone, on est tombé sur des documents qui sont intéressants, qui datent de novembre 2021, qui est le guide national sur les principales méthodologies de construction par une entreprise d'une trajectoire de réduction cohérente avec les budgets carbone sectoriels. Et on se rend compte que l'industrie agroalimentaire doit atteindre à 2050 0 tonnes de CO2 équivalent émis. Donc en fait, le sous-objectif de l'industrie agroalimentaire, c'est pas moins 80 qu'il faudra atteindre, mais moins 100. Alors, maintenant, quand on regarde un peu plus de manière globale, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie agroalimentaire, on se rend compte, c'est 2 postes principaux. D'une part, la consommation d'énergie, donc notamment l'électricité et la combustion de combustibles, des gaz, des fuels et autres, des combustibles solides. Et le poste secondaire, c'est ce qui regroupe globalement les fluides frigorigènes, donc les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les fluides frigorigènes qu'on utilise pour les installations de réfrigération et de climatisation. Il faut noter qu'on n'a aucune source d'émissions de gaz à effet de serre qui est liée directement à nos procédés. Donc, je vous ai mis à titre indicatif les répartitions de ces émissions pour le groupe Coperle, qui est basé sur un bilan de 2019, notre bilan carbone scope 1, 2, 3. Et donc, on se rend compte que pour nous, les énergies pèsent globalement 90% des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur industriel, et les fluides frigorigènes pèsent quant à eux 10%. Alors, je vais aborder l'aspect fluide frigorigène dans un premier temps pour voir est-ce qu'on peut réduire tout ou partie de ces émissions, parce que c'est pour moi la notion la plus simple à appréhender et puis le poste le moins significatif pour le moment. Donc, ce que nous dit toujours ce guide national, c'est qu'a priori, les émissions de gaz fluorés dans le secteur de l'industrie devraient être amenées à être réduites, alors pas totalement à zéro, mais proche de zéro.
Et donc ça se fera notamment par la réduction des fuites de fluides, par de la maintenance préventive des installations de climatisation et de réfrigération, et également par le remplacement des installations frigorifiques et de climatisation, par l'utilisation notamment de fluides frigorigènes dits naturels, c'est-à-dire du CO2, qui est un facteur d'émission de 1, et de l'ammoniac, qui est un facteur d'émission de 0, ou également l'utilisation de fluides à bas pouvoir de réchauffement global, comme les fluides de dernière génération que sont les HFO. Et là, on se rend compte que le secteur de l'industrie agroalimentaire va aussi devoir compter sur l'innovation technologique d'autres secteurs, notamment des équipementiers, pour concevoir des installations et des équipements qui, globalement, intégreront ces fluides naturels applicables pour nos métiers. Donc, on voit bien qu'on a déjà des interactions entre les différents secteurs industriels, et c'est aussi aux industries, notamment les industries agroalimentaires, par nos achats et par nos achats responsables, d'exiger aussi dans nos cahiers des charges des équipements plus sobres d'un point de vue environnemental. Donc ça, globalement, on se rend compte que bon, pour les fluides frigorigènes, atteindre cet objectif de décarbonation semble globalement atteignable par les technologies déjà actuelles et les technologies à venir. Ce qui pose un peu plus de difficultés, c'est de se dire comment est-ce qu'on va réduire de 100% les émissions de gaz à effet de serre en lien avec la consommation de nos énergies. Donc là, la DGEC a publié la synthèse du scénario de référence retenu pour la stratégie française pour l'énergie et le climat, qui date du début d'année 2020. Et on se rend compte que pour le secteur de l'agroalimentaire, la consommation d'énergie va baisser entre 2015 et 2050, de l'ordre de 24% de consommation d'énergie finale. Donc ça, c'est principalement de la sobriété, de l'efficacité énergétique, du management et bien entendu de l'innovation dans nos procédés. Et le deuxième enseignement, c'est qu'on va avoir un taux d'électrification qui va passer globalement de 30% à date de 2015 à un taux d'électrification de 69% à 2050. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une modification du mix énergétique consommé par les industries agroalimentaires. Donc, globalement, se détourner des énergies fossiles, notamment les gaz, fuel et autres combustibles non renouvelables, pour passer à de l'électricité qui sera globalement plus décarbonée et avec un facteur d'émission moins important, et les combustibles restants, globalement, axés sur des biomasses solides, des gaz renouvelables et des biocombustibles. Toujours quand on creuse, qu'est-ce que ça implique? On se rend compte que pour le secteur de l'énergie, l'électricité devrait baisser ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 0 en 2050. Donc là, la réflexion, c'est de se dire, ben, est-ce qu'une industrie agroalimentaire qui continue de consommer de l'électricité sans faire la maîtrise d'énergie atteindrait les objectifs de la stratégie bas carbone? A priori, oui, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le secteur de l'énergie compte bien sur le fait que les usagers réduisent leur consommation, et c'est vraiment un prérequis de cette stratégie nationale bas carbone. L'ensemble des usagers, l'industrie, le bâtiment, le transport, et une maîtrise de la demande énergétique. Donc, il faut absolument que les industries agroalimentaires, notamment, fassent des efforts de sobriété, d'efficacité, de management de la performance énergétique. Bien entendu, puissent autoconsommer une partie d'électricité renouvelable, alors c'est-à-dire tout ce qui est potentiellement productible sur site et consommé sur site. Donc, on a fait plusieurs études. On se rend compte qu'avec le foncier attenant à nos sites, nos parkings, on est capable sur nos sites industriels de couvrir entre 10 et 20% du besoin. Ça veut dire que globalement, il y aura une énergie résiduelle consommée par nos sites qui devra, elle, se décarboner. Et donc là, on voit bien les interactions et la coopération entre les différents secteurs. Le secteur de l'énergie a besoin de la sobriété énergétique des secteurs consommateurs, et les secteurs consommateurs ont besoin que les réseaux se décarbonent. Et notamment, il y a une grosse demande pour les secteurs énergétiques d'adapter, bien entendu, la consommation par rapport à la production électrique. Et là, il est beaucoup question de ça pour cet hiver prochain. On risque d'avoir de fortes tensions sur les réseaux, notamment électriques et gaziers. Ce qui pose plus de difficultés, peut-être, c'est la notion de combustible. C'est-à-dire que les 31% de mix énergétique restants pour l'industrie, c'est des combustibles. Alors, on se rend compte que, encore via cette synthèse du scénario de référence, on va continuer de consommer du gaz dans l'industrie, c'est la part bleue ici. Alors, certes, on va réduire, on va continuer un petit peu de consommer des combustibles liquides, mais de manière très marginale, et des combustibles solides,
Donc là, on a globalement un scénario assez constant. On va continuer de consommer de la biomasse solide. Alors, deux enseignements de ce graphe-là, c'est que les consommations de combustible vont fortement diminuer, d'une part, et que les combustibles vont progressivement se décarboner, notamment l'utilisation de biogaz, d'hydrogène, de biomasse ou de biofuel. Et donc, la stratégie nous dit que, encore une fois, le mix énergétique de combustible devrait être totalement décarboné en 2050. Donc, alléluia, les industries peuvent consommer des énergies combustibles parce qu'ils seront décarbonés. Bon, il y a une grosse nuance, bien entendu. Les prérequis sont globalement les mêmes que pour l'électricité, c'est-à-dire avoir une forte maîtrise de la demande en énergie, de récupérer, et ça c'est des leviers qui sont activés déjà par les industries agroalimentaires, récupérer et valoriser la chaleur fatale produite sur nos différents sites, électrifier nos procédés, notamment nos procédés thermiques, via des procédés type thermofrigo, pompe à chaleur haute température, qui permettent de rehausser en température et s'adapter à nos besoins de chaleur, et puis potentiellement aussi produire de la chaleur renouvelable. Ça peut être du solaire thermique, par exemple, de la géothermie ou autre. Donc, il y a quand même une grosse nuance qui est mise aussi au niveau national par la DGEC, c'est que la répartition des ressources en biomasse, et là je cite, sous forme de vecteurs solides, liquides ou gazeux, demeure assez incertaine à l'horizon 2050. Donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'on va être capable, au niveau territorial français, de développer toute cette biomasse? Et là, on va encore voir les interactions entre les différents secteurs, parce que la biomasse, elle est bien entendu produite par deux secteurs principaux, l'agriculture et le secteur des forêts. Et donc, on se rend compte que pour atteindre ces fameux objectifs de décarbonation des combustibles, il va falloir aller chercher des résidus de culture, des effluents, des autres déchets, et aussi développer l'agroforesterie. Il en était beaucoup question, encore une fois, pendant les matinales précédentes. Et donc là, on se rend bien compte de l'interaction entre déjà plusieurs secteurs, l'industrie, l'énergie, l'agriculture, la forêt, et que sans la coopération de tous ces secteurs-là, le risque, c'est qu'aucun de ces secteurs ne puisse atteindre ses objectifs seul. Alors, pour en revenir un peu plus à Coperle et notre stratégie, comment est-ce qu'elle se décline? On a déjà, d'une part, fait un premier bilan sur nos données consolidées de 2019. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que nos émissions de gaz à effet de serre sont très réparties autour de notre amont, c'est-à-dire les éleveurs du groupe Coperle. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec, bien entendu, la nutrition animale et comment dire, la gestion des déjections, qui sont les deux principaux postes, et l'achat de matières premières externes. Donc, ça peut être des matières premières notamment carnées, sur lesquelles on se procure à l'extérieur du groupe, et aussi des intrants agricoles. Et donc, moi, finalement, depuis le début de cette présentation, je vous parle de la part notamment énergétique qui pèse à l'échelle de notre groupe uniquement pour 2% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif, c'est bien entendu de la réduire à 0% d'ici 2050 au niveau français. Mais pour nous, Coperle Arc Atlantique, l'objectif, la temporalité sera un petit peu différente. Je vous en parlerai tout de suite après. Donc la logique générale, c'est de se dire, le Green Deal européen, la stratégie nationale bas carbone produit des feuilles de route et une stratégie. Le groupe Coperle se la réapproprie. Donc la stratégie Coperle bas carbone, ce n'est ni plus ni moins qu'une réappropriation sectorielle des différents objectifs. Donc nous, de la même manière où la stratégie nationale a décliné des objectifs par secteur, nous avons décliné dans les différents secteurs sur lesquels nous sommes présents, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie et le transport, parce que nous avons une flotte en interne, nous devons atteindre ces objectifs. Et donc après, on a une sous-répartition dans nos métiers qui sont l'abattage, la transformation en salaison, des sites environnementaux et la nutrition animale. Et de la même manière, pour la partie agricole, on a d'un côté le champ et d'un côté l'élevage. L'objectif pour nous, dans cette déclinaison de cette stratégie, c'est de mettre à l'épreuve ces objectifs sectoriels et de voir est-ce que la somme de nos actions nous permet bien d'atteindre déjà techniquement les objectifs fixés. Et bien entendu, la consolidation, c'est-à-dire qu'il y aura un retour à faire, notamment est-ce que notre stratégie au niveau global, Coperle, est cohérente, et pourquoi pas être force de proposition pour faire évoluer les stratégies nationales et européennes. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi
de communication autour de quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les objectifs atteignables sur l'ensemble de ces secteurs. Donc pour nous, on se réapproprie tout simplement les objectifs nationaux avec une temporalité qui est 2040 pour engager assez rapidement nos projets, et notamment pas être captif de foncier ou d'équipements qui auraient une durée de vie assez longue, et parce que également on a déjà avancé sur un certain nombre de sujets que je vais exposer tout de suite. Donc pour l'industrie, voilà, initialement on était parti sur un objectif de moins 80%, mais en fait on se rend bien compte que l'objectif final pour l'industrie agroalimentaire, ça va être de réduire de 100% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc pour que tout ça fonctionne bien, il va falloir créer de l'économie circulaire. Alors on a la chance dans le groupe Coperle d'être organisé en filière et du coup de créer plus simplement ces modèles d'écologie industrielle et d'économie circulaire au sein de notre filière. Alors sur la partie industrie, je vous parlais des fluides frigorigènes bas carbone. Alors chez nous, il y a déjà eu une politique de passer notamment la plupart de nos installations frigorifiques, qui sont le gros de nos fluides, en gros dans notre groupe, par de l'ammoniac. Quelques fluides utilisés peuvent être aussi du CO2. Alors demain, on a l'ambition aussi de produire notre propre CO2 par notre méthanisation, donc par l'épuration du biogaz. Et puis potentiellement, à la marge, utiliser des fluides type HFO. Donc l'ensemble de ces actions-là permettent de diminuer de 10% les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel, donc de contribuer à 10% de notre objectif global. Le reste de nos actions pour la partie industrielle, c'est globalement la maîtrise des énergies. On en a parlé récemment, qui est une condition vraiment, un prérequis pour qu'on puisse décarboner l'ensemble de nos secteurs. Et donc ça, c'est globalement de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Donc c'est des actions de variation électronique de vitesse, de récupération de chaleur fatale sur nos groupes froids, la réflexion aussi autour de l'organisation de notre production, de l'optimisation, de cuisson et autres. Et le deuxième gros levier, c'est la production et l'utilisation d'énergies renouvelables, que ce soit sous forme thermique ou sous forme d'électricité renouvelable. Et donc ça a pour conséquence de faire baisser le facteur d'émission des énergies consommées. Donc la trajectoire globale du groupe Coperle, on voit cette maîtrise des énergies qui réduit de 30% nos consommations, et d'autre part un facteur d'émission qui diminue un peu plus fortement, d'une part parce qu'on récupère de la chaleur fatale, donc on se détourne des énergies fossiles assez rapidement, et parce que les énergies restantes consommées sur le réseau vont se décarboner par les actions du secteur énergétique. Et notamment pour aider le secteur énergétique, on a vu les interactions agriculture, industrie, et énergie. On a un bel exemple sur le site de Lamballe, où le secteur industriel, où Coperle Environnement a investi dans un méthaniseur qui permet d'une part de valoriser le biogaz produit par les déjections animales de nos éleveurs, et d'autre part de le mixer avec des effluents industriels qui sont des eaux grasses qui ont un pouvoir de méthanogène intéressant. Et donc ces actions combinées agriculture-industrie permettent d'une part de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'élevage, parce qu'on empêche la fermentation des lisiers dans les préfosses et dans les fosses en les collectant plus rapidement. Et d'autre part, on décarbone le secteur de l'énergie en injectant ce biogaz dans les réseaux. Donc on a un double effet agriculture et sur le secteur énergétique, et qui profitera sur un temps long si ces projets aussi se développent par de la méta collective ou de la méta à la ferme, pour décarboner le secteur de l'énergie, qui lui-même viendra décarboner l'énergie restante pour l'industrie agroalimentaire. Donc on a un vrai besoin de coopération entre tous les secteurs, des équipementiers, de l'agriculture, de l'industrie, pour faire ce type de projet qui permet d'atteindre les objectifs de l'ensemble des secteurs français. Et enfin, je terminerai par un dernier exemple, qui est, et puis Christophe Lapazin aura l'occasion de développer un petit peu toute cette notion-là de valorisation des coproduits, des sous-produits de nos industries. Le projet qui est déjà lancé, notamment avec un pilote qui fonctionne actuellement, et des camions qui roulent au biocarburant,
Donc là, l'objectif, c'est de produire notre propre biocarburant, de l'alimenter pour notre flotte captive. Et donc là, on récupère des déchets graisseux issus des industries agroalimentaires, en partie provenant de nos sites industriels, pour produire des biocarburants avancés. Et donc là, l'usine permettrait non seulement de réduire d'à peu près 85 les émissions de gaz à effet de serre de notre propre parc, sauf que le transport que nous faisons pour nos activités, ce n'est pas 100% assuré par nos activités, et auquel cas, on aurait des gisements supplémentaires pour aller aider à décarboner dans notre chaîne de valeur, pourquoi pas, des transporteurs qui font des prestations pour nous. Donc voilà encore un exemple d'économie circulaire, bien entendu en lien avec l'agriculture et l'industrie, au service de la décarbonation de certains secteurs. Voilà, je termine par une petite citation d'Albert Einstein qui nous disait que la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Donc ça, on a beaucoup expérimenté par le passé. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Et donc là, on commence à avoir effectivement quelques actions qui génèrent des gains et on ne sait pas toujours pourquoi. Alors, la dernière partie de sa phrase était beaucoup plus pessimiste que je vais l'être, c'est qu'il disait que si la pratique et la théorie sont réunies, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. Bon, j'ai l'espoir que si on réunit les deux, globalement, ça fonctionnera et on saura dire pourquoi. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention